Bonjour à tous. Si on peut passer tout de suite, s'il vous plaît, à la slide. Voilà. Alors, on n'avait pas de meilleure introduction que cette verbatim. Je vais la lire parce que je ne sais pas si tout le monde la voit. Bien, si je devais refaire mon agence, eh bien, je commencerais par la prod et je construirais le reste autour. Alors non, on ne l'a pas écrit exprès pour aujourd'hui. Ça a été vraiment formulé par un patron d'agence, d'ailleurs, de publication de l'AACC. Et ce qui met en exergue que la prod est centrale. Et puis aussi, la prod, on se rend compte que tout le monde en parle. C'est vrai. Maintenant, est-ce que tout le monde sait réellement ce que c'est? Dans le doute, on va rembobiner un petit peu avec vous. Donc, c'est quoi la prod? Alors, pour ça, on est parti à la base, en essayant d'en donner une définition. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur nos nouveaux copains, qui s'appelle ChatGPT, et on lui a demandé, c'est quoi la prod? Alors, la prod, c'est la fabrication de contenu, visuel et sonore, qui permet de promouvoir un service, un produit ou une marque. Jusque-là, franchement, on est tous d'accord. En revanche, ce que ChatGPT ne sait pas, et tant mieux pour nous encore simples mortels, c'est que dans notre écosystème, on fait une dissociation et on a deux grandes familles. S'il vous plaît. On a celle qui est intrinsèquement liée à l'intervention de Marco et de Stéphane juste avant. C'est la production créative. On va l'appeler Create ici aujourd'hui. C'est celle qui est intrinsèquement liée à une idée créative. Et ce n'est pas un pléonasme. Et ce processus-là, il intervient donc au sein des agences de publicité. Et c'est quoi exactement? C'est la matérialisation, la concrétisation d'une idée qui va permettre de créer un livrable. Et ce livrable devra générer et créer de l'émotion, quelle que soit sa forme. Et puis, il y a une deuxième famille de prod. On part du livrable, on prend ce livrable et on va l'amener devant le client, devant le prospect. On va l'adapter, on va le mettre au format et on va le faire voyager de façon à couvrir tous les points de contact du purchase funnel. Et là, on est moins dans l'émotion, mais on est plus dans l'engagement et dans la performance. Et c'est ce qu'on appelle le scale, ou la prod at scale, c'est-à-dire la prod volumique, la prod un peu plus industrielle et moins artisanale, les deux étant très intégrés. Suivante, s'il vous plaît. En gros, on se rend compte qu'elles ont le même nom, mais elles ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Alors, la première, ce qui la caractérise, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est un processus qui est décisif, long et surtout fragile. Alors pourquoi c'est décisif? Parce qu'en fait, c'est un processus qui va à un instant T cristalliser et mettre en lumière, ou en image, si je jouais sur le mot, tout ce qui s'est passé avant. Et tout ce qui s'est passé avant, globalement, vous en faites partie aussi. Parce que c'est le marketing, c'est la transformation après avec l'agence, le conseil, le planning stratégique, la création. Et la production, en fait, c'est quoi? C'est la matérialisation en image de ce moment-là. Donc, tout ce qui s'est passé avant va être mis en lumière à ce moment, à cet instant T. Et donc, c'est au moment où l'idée est confrontée réellement à la réalité. En fait, c'est ça qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, on l'a eue à un certain moment, et puis, elle se concrétise. Eh bien, parfois, le contexte social, économique a changé. La faisabilité, du coup, aussi, elle a peut-être changé, elle. Le temps que ça va prendre. Et puis, comme disait Marco, il m'a volé l'idée, c'est que, on va reparler argent. Et oui, et on est passé à travers une période en suspension où on parlait création, c'était super. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aussi ça... Vous pouvez revenir en arrière? Ça crée une certaine tension. On est en direct, hein, donc voilà. Et la fragilité aussi, elle vient principalement de ce moment-là. C'est de la prod, on est en direct. Une fois qu'on a la réalisation, cette réalisation, cet objet, il va se reconfronter à la réalité. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Back. Il va se reconfronter à la réalité, puisqu'en fait, on va adapter en fait, ce master, cette idée, et on va lui faire rencontrer tous les formats médias. On va l'adapter en fonction des différences culturelles, quand on est sur l'international, des différences réglementaires. On va l'augmenter
avec des éléments de personnalisation, de ciblage. Et tout ceci, ça ne se fait pas à côté, après, ça se fait en même temps, parce que vous pensez bien qu'on ne commence pas, et vous le savez, on ne récupère pas la pizza qui est chaude sur le truc, et puis on ne l'envoie pas directement. Ça se fait ensemble. On anticipe au niveau du processus fragile les contraintes de production. Alors on a appelé ça complexe. Bon, c'est complexe, c'est pas non plus le lancement d'une fusée dans l'espace, mais c'est complexe, c'est un peu plus industrieux, ça serait peut-être le bon terme. Là, vous pouvez y aller. Allez-y. Alors pourquoi c'est un peu plus industrieux et pourquoi on peut considérer que c'est complexe ? Et je reprends, nous avons repris la slide que Cyril et Nicolas nous avaient présentée l'année dernière, vous vous en souvenez, quand on parlait de la difficulté du business model des agences, c'était de dire en 15 ans, le nombre d'expertises a été multiplié par 5, donc le nombre de talents à avoir et les coûts ont augmenté. Et à l'époque, Nicolas et Cyril nous avaient dit, sauf que la rémunération n'avait pas suivi, il fallait faire à peu près avec la même chose. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour Nicolas et Cyril, c'est que ça continue. C'est qu'en fait, comme les médias se sont fonctionnés, les assets sont plus nombreux à produire. Mais si vous continuez, c'est la slide suivante, les assets, ils sont devenus, entre guillemets, intelligents avec la digitalisation. Ce n'est pas des assets morts, ce n'est pas des trucs qu'on pose et puis on fait le bilan à la fin de la campagne. Toutes ces expertises, tous ces canaux génèrent des assets qui sont vivants, qui sont augmentés, qui sont feedbackés par une data, un taux d'engagement, un clic, etc. Et donc, l'avantage, dès lors qu'ils sont intelligents, ils nous renvoient une donnée, ça nous permet d'optimiser la campagne en temps réel, et ça démultiplie le nombre d'assets à produire. Alors, c'est fait beaucoup plus de façon automatisée, avec des machines, mais on s'adapte en temps réel pour optimiser leur efficacité, et donc dans une logique de business. Et ça, on le fait toujours pareil, avec le même nombre de personnes, on a toujours la même contrainte. Et le patron d'Adobe en charge des contenus disait, dans les 2 prochaines années, selon lui, le nombre de contenus à produire va être multiplié par 5. Donc on voit ce qui nous attend en termes de complexité à gérer. Next. Et donc, Marco ou Xibé le disait tout à l'heure, la problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est une problématique de productivité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir à produire tous ces assets, pour couvrir tous ces canaux, avec moins de temps, parce que c'est de plus en plus en temps réel, moins de budget, on en parlait, et toujours les mêmes talents. Et d'ailleurs, ce more for less peut nous interroger sur, il y a un moment, jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est pas un moment, une forme de sobriété, une interrogation qu'on doit se poser ? Faut-il tout produire ? Avons-nous besoin de tous les formats parce que on peut les produire ? Faut-il les produire ? À un moment, est-ce que le less ne sera pas mort ? Exactement. Seront-ils utilisés même ? C'est ça. C'est une grande question. Et comment ça marche ? Comment ça marche ? Eh bien, tout d'abord, voyons la pluralité de typologies de contenu qui peut rendre complexe parfois la compréhension et les timings qui en découlent. Tout à l'heure, Marco et Stéphane parlaient de la production Create et Christopher. Ah, on ne m'entend pas ? Pardon. Ok. Donc, voyons ensemble les... Pardon, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Prenons... Non, je ne sais plus. Les étapes de production Create. Non, il ne marche pas. Bon, je vais parler un peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Ce sera plus simple. Encore plus fort, vas-y. Encore plus fort ? Vous voulez que je me mette debout, que je hurle ? Non, tout d'abord, je parlais de la complexité de compréhension et des timings qui découlent du fait de la pluralité des typologies de contenu auxquelles on est assujetti maintenant. Et du coup, les process ne sont pas toujours très simples et très clairs dans les étapes de fabrication. Il y a dans la production d'E-Create trois gros types de production. Merci. Trois grandes phases de production qui sont primordiales et cruciales dans la fabrication du projet. La première, parce qu'elle est très structurée, hiérarchisée et chronologique, et qu'elles sont indissociables de la bonne façon du projet. La première, ça s'appelle l'appel d'offres, qui dure un certain temps. C'est là où on recherche les talents pour bien mener au mieux le projet, ce dont parlaient Marco et Stéphane tout à l'heure. Bien les briefer, prendre le temps de bien les briefer, que la compréhension du sujet soit bien mise en avant. Ensuite, il y a la pré-production qui est indissociable aussi de la bonne façon du projet.
pour que le film soit bien préparé ou le print soit bien préparé en temps et en heure. Et la dernière phase, qui est primordiale également, c'est laisser le temps à la post-production image et son de travailler pour bien finaliser le contenu. Or là, ce que vous voyez, c'est les grandes lignes. Néanmoins, le paradoxe ici, c'est que vous n'en voyez, vous, que la moitié, c'est-à-dire 50%. Et les équipes qui sont associées à ces 50%, vous ne les voyez pas. C'est ce qui les rend invisibles. Du coup, engendre une certaine une non-valorisation de ces talents et ces experts, et qui n'est pas du coup reconnue non plus financièrement de votre côté. Les process sont très longs, vous voyez, sur la create dite classique, ça représente à peu près 1/3 des productions actuelles. Ça dure entre une vingtaine et une trentaine de semaines, ce qui est un process quand même assez long, versus d'autres process create également, qui sont ceux digitaux et sociaux, qui est la slide d'après, où en effet, on reste toujours dans la même typologie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une phase de recherche de talent créatif, une phase de prépa et une phase, bien sûr, de finalisation. Et là, pareil, vous en verrez que la 50%, même un peu moins, c'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, vous ne voyez pas, vous ne voyez que la partie, non, c'est la slide d'avant, mais c'est pas grave, que la partie qui est en noir. Même si les timings sont compressés, puisqu'on fait des choses plus rapidement, néanmoins, tous ces talents qui font en sorte que le projet prenne vie et prenne tout son sens, ne sont pas visibles et ne sont pas valorisés. Et ça, malgré le fait qu'ils sont indissociables de la bonne façon du projet. Mais ce qui soulève aussi un point clé, c'est-à-dire que là, on parle du côté que tout ce temps invisible, on a du mal à le faire valoriser, mais je pense aussi que de votre côté, du coup, il est compliqué à acheter, et ça peut être logique. Donc l'objectif ici, il est bien de mettre en lumière tout ce temps. Alors, on dira, il y en a un, vous pouvez nous dire, bon, bah, en gros, vous êtes payé pour ça, c'est normal. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un côté organique, on y reviendra, et que ce temps passé invisible est primordial, et que dans les grandes étapes d'achat de la production, il ne figure pas réellement. Voilà, donc c'est important que vous le voyez, pour que vous puissiez appréhender peut-être toutes ces étapes différemment, pour pouvoir les considérer et peut-être dans le futur les acheter différemment. Alors la prod at scale, si vous allez sur la slide suivante, la prod at scale, elle est un peu différente parce qu'elle embarque une prod de flux. Elle doit être volumique et en même temps, elle doit assurer du live. Donc, il y a une partie d'ailleurs que les clients voient. C'est la première partie, c'est la phase de setup. En fait, elle se passe en amont des productions. Ça prend de 1 à 4 mois. Et une factory, puisqu'on parle de content factory, on essaie de prévoir tous les types de demandes qui peuvent arriver. On essaie de les canaliser, de les gabariser. Les briefs doivent être structurés de façon à pouvoir aller vite. Parce que le principe de base d'une content factory, ce qui est induit par le deuxième mot de la phrase, c'est tout ce qui est factory, ça veut dire que comme c'est volumique, ça peut permettre de baisser le prix unitaire de production. Mais pour pouvoir aller vite, ça oblige à être gabarisé, standardisé, exactement comme une usine de voiture qui ne peut pas vous faire n'importe quel combinatoire potentiel. Et donc la phase qu'on voit ensemble et que vous voyez, qu'on fait avec le client, c'est la phase de cadrage. Elle est honnêtement, ça peut durer 6 à 8 mois, parce que sur le papier, il suffit de dire dites-nous ce dont vous avez besoin, on va regarder vos process, on va s'accoster, on va se connecter avec votre PIM et votre DAM, c'est-à-dire la base de données images ou la base de données produits. C'est très important pour le retail, puisque ce qu'on pousse en temps réel, ce sont les specs produits et les photos, donc il ne peut pas y avoir d'interprétation ou d'action humaine, ça doit venir directement de chez le client. Donc tout ça, sur le papier, c'est très rapide. En réalité, ça met le doigt et ça nous oblige à rentrer dans le cœur du réacteur de l'organisation des clients, qui est un sujet qui est très, très compliqué. Le deuxième bloc, c'est ce que vous venez de raconter, c'est le master. On récupère l'objet créatif. Alors, ça peut être un objet hero ou un objet un peu plus social, un peu plus rapide. Et à partir de là, ça rentre dans une espèce de machine, qui est un système, qui est le scale et le personalize. Donc, le scale, c'est comment faire en sorte qu'on couvre tous les formats nécessaires et requis, toutes les contraintes techniques, plutôt interfacées avec les médias, et on déroule sur un marché français ou international. Et puis, pour rendre ces assets plus performants, on va les
On va faire de la DCO, on va les augmenter, on va leur injecter un élément de personnalisation, ce qui s'appelle la DC ou la DCO, la dynamique créative. Et là, c'est une logique de personnalisation. Et puis tous les 3 mois, on se pose, on regarde ensemble et on essaie d'optimiser ce système de façon à, ensemble, dans le cadre d'un dialogue, en augmenter la performance globale. Next, s'il vous plaît. Alors, vous nous entendez bien ou il faut prendre le micro? Parce que je crois que les micros ne marchent pas. Ça va? OK. Donc, il faut des leviers pour aider et pour transformer et que ça soit un succès à l'arrivée. Donc, sans redondance ou périphrase, comprenez que du côté créatif, c'est ce duo indissociable, indispensable, cette relation proche avec la création. L'un ne va pas sans l'autre. Sans le caricaturer à l'extrême, qui dirait que de toute façon, une idée sans production reste une idée. C'est factuel et c'est vrai. Je pense aussi, ce qui est important que vous compreniez, c'est que dans le processus global de production, la production arrive en bon dernier. Et c'est normal, parce qu'il y a le marketing, on digère tout ça, il y a le conseil, le planning strat, la création, et enfin la production. Mais si la production, elle arrivait vraiment juste à la fin, et que son action commençait juste là, la bonne fin n'arriverait pas. La clé du succès, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre cela, c'est la capacité à la production et à la création de travailler le plus en amont ensemble. C'est ça la clé. Et ce, au fil de l'eau. C'est-à-dire que la production doit être en capacité à aller aider avec de la veille, avec certains warnings parfois, alerter sur certaines choses, commencer à trouver une méthodologie, évidemment ballparker pour voir si l'idée elle est faisable, en tout cas dans l'objectif qui a été donné au départ. Donc ça, la clé du succès pour ça, c'est la relation création-prod. Et là, il y a une réelle évolution, parce que de toute façon, avec tout ce qu'on a à produire de nos jours, on part quand même d'une idée qui est ensuite matérialisée de façon différente, mais le point de départ, c'est celui-là. Et dans une content factory, les mots qui pèsent le plus, les plus importants, c'est le process et le workflow, c'est le système en fait. C'est un truc qui est très très holistique. Pour autant, il ne faudrait pas croire que d'un côté c'est la créa et de l'autre côté c'est une espèce de machinerie, puisque la content factory, elle embarque la partie, elle parle sans arrêt, elle est complètement imbriquée avec la partie création et production. Et d'ailleurs, une content factory, dans la partie déploiement, elle peut complètement intégrer également l'objet créatif, notamment la prod sociale, dont Aurélie, tu parlais tout à l'heure. Next. Alors, vous allez dire qu'on en parle beaucoup, mais c'est vraiment l'objectif aussi aujourd'hui, c'est celui-là. Dire qu'il y a on est dans une transformation, vous le savez, de la production. Technologie qui n'arrête pas d'évoluer. On parle d'intelligence artificielle, de process, qui la mettent dans une dynamique extrêmement rigide et processée. Mais au final, au-delà du numérique et de la technologie, pour nous, l'élément essentiel, il est analogique. C'est l'humain. C'est l'humain, pourquoi? Parce qu'en fait, une production, à date, on n'a pas réussi à trouver un outil qui remplace ces talents qui, au fil de l'eau, tous les jours, vont faire une compensation à un endroit, à un autre, pour aller faire en sorte que tout se passe bien. La rigidité est antinomique avec la production. Et ça, c'est essentiel, car il y a beaucoup de temps passé pour ajuster ces différents critères. Et celui-là, encore une fois, il n'est pas visible. Alors, on va se dire les trucs. Il y en a heureusement qui ne sont pas visibles, parce que vous êtes là aussi, une dimension de client, on protège, c'est normal. Mais sachez que ce soit du suivi de production en agence, ou que ce soit vraiment ce dont on parle aussi aujourd'hui, la production, qu'elle soit publicitaire, cinéma, événementielle, c'est vraiment cet item-là qui est important. C'est que c'est l'humain et sa capacité à aller ajuster, compenser au jour le jour qui fera la différence. Quand on prend quelques exemples comme ça rapidement, évidemment, tout de suite, on dit oui, on doit ajuster par rapport à un brief qui évolue. Ça aussi, c'est un réel sujet. C'est-à-dire qu'on ne part pas forcément d'un indice, malheureusement, et que le brief peut évoluer. Alors, soyons francs, il évolue aussi chez nous, en agence. Il y a les créatifs qui aussi demandent certaines choses. Ce n'est pas que du côté du client où les ajustements sont à faire, en tout cas la responsabilité. Il y a les gestions des incidents. Les incidents qui peuvent être le deuxième jour de tournage, il y a une tempête, on ne l'avait pas prévu, il va falloir là encore trouver des solutions. C'est bien l'humain entre humains qu'on va le régler, c'est pas une intelligence artificielle qui va pouvoir le faire. Un talent qui ne vient pas,
On peut aussi, sur un, je sais pas moi, une négociation de droit, non pas pour une musique, bah tiens, pour une musique, et puis on se rend compte qu'on a trouvé un tiers qui se réveille au fin fond de l'Alabama et qui va pas vouloir. Ça, c'est bien l'humain qui va le régler. Après, il y a des anecdotes plus ou moins drôles. Moi, je m'en souviens d'une d'un chef-op qui fait un tournage à Bombay, une chaleur écrasante. Il a soif, il attrape un verre dans la rue. J'ai pas besoin de vous expliquer la suite de ce qui lui arrive. Il faut trouver des solutions. Donc celle-là, elle est rigolote a posteriori, mais sur le moment, c'est pas très drôle. Et ça, si vous voulez, encore une fois, même si vous allez dire que c'est notre mission, c'est notre mission, c'est notre métier, c'est quand même ces petits moments-là qui font en sorte que ça fonctionne. Donc ce qui est important, c'est qu'une prod, oui, il y a de la technologie. Il y a de la mécanique, il y a du process, il y a des outils. Mais elle est aussi organique, en vrai. Parce que si elle était rigide, il est impossible qu'on arrive à la fin. Alors, on a exactement le même enjeu sur une content factory. Factory, on se dit, bah, c'est super, ça roule, comme qui rigole, c'est très, très huilé, tout le monde sait ce qu'il a à faire, puisqu'on a passé plusieurs mois avant pour définir ce que chacun devait faire, avec quels documents et combien de temps. Et en fait, ça se passe évidemment jamais comme ça. C'est pas exactement les mêmes aléas qu'on subit, mais il y a un truc qui manque. Il y a, oui, mais je voudrais quand même rajouter, je voudrais sortir du gabarit, je voudrais sortir du cadre. Et donc, à partir de là, où il manque quelque chose, où les données produits remontent pas bien, sont fausses, donc ça pose un souci. Et c'est là où ça devient très compliqué, parce qu'une factory, c'est fait pour être huilé et rouler. Et dès qu'il manque quelque chose, et quoi que ce soit, ben ça oblige à un nouvel aller-retour créatif, à un aller-retour en fait. Et c'est là où tout d'un coup le système se griffe, parce que le système, il n'est pas prévu pour avoir 1 ou 2 allers-retours supplémentaires, il a été prévu pour justement dropper. Et donc, quels que soient les sujets, et donc il y en a beaucoup, et le boulot des équipes, c'est de compenser, c'est de faire en sorte que le système ne s'arrête pas, que le système ne se bloque pas, parce que ce n'était pas ce qui était prévu. Slide suivante, s'il vous plaît. L'agency producer. Alors, je vais prendre le micro parce que personne ne m'entend. L'agency producer, c'est le chef d'orchestre dont parlait Christopher tout à l'heure, qui, lui, au sein de l'agence, va coordonner tous les acteurs du projet, c'est-à-dire les attentes de l'annonceur, les attentes créatives aussi de la création, trouver les bons partenaires pour pouvoir avancer. Il va coordonner tout ça, tout ce process-là, de manière à ce que les moyens techniques, financiers et créatifs soient bien tous réunis pour la bonne façon du projet. Il va également trouver les talents, ce dont on parlait tout à l'heure, et qui vont pouvoir rentrer dans l'enveloppe budgétaire aussi, qui est le nerf de la guerre, hein, quand même, on est là pour parler de ça, de la facilité créative pour rendre visible et rendre possible ce projet. En gros, cette personne, c'est lui le responsable, le garant du début, à partir du moment où l'annonceur a validé la création, jusqu'au livrable, jusqu'à ce qu'il soit médiatisé. C'est lui qui a la responsabilité, il est le garant de la bonne façon, du bon déroulé, et qui va gérer tous les aléas de pré-production, pendant la production, de post-production, et voire même aussi parfois pour la partie amplification, puisqu'il va falloir peut-être créer ou shooter des assets supplémentaires qui n'étaient pas prévus. En gros, c'est un super chef d'orchestre, facilitateur du process pour qu'on puisse délivrer en temps et en heure et satisfaire tous les niveaux demandés pour la bonne réussite du projet. Et dans une content factory, la personne essentielle, elle a une fonction un peu plus commerciale en fait. C'est quelqu'un qui va superviser toutes les demandes qui rentrent et faire en sorte que toutes les demandes soient servies. Donc il est en relation avec les équipes d'origination, de création. Il est en relation avec les équipes de scale et de personnalisation. Il est en charge de ça. Il est en relation avec la data, les médias. Et puis il est en relation évidemment avec tout ce qui est plateforme, outils technologiques et l'IA. C'est un super chef, je reprends ton mot, super chef d'orchestre commercial. Alors il est moment de rajouter valeur à la production, je pense que c'est maintenant. Alors quand on rajoute pour nous la valeur à la production, je pense que c'est la slide s'il vous plaît, c'est la transition attendue. C'est-à-dire que oui, la production c'est une prestation, on ne peut pas le dénier, c'est évident. En revanche, je pense qu'avec tout ce qu'on vous a dit, avec tout ce que vous en savez déjà de base avant de venir, c'est une expertise. Et ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise en vrai. Et il n'y a pas de raison que la production ne soit pas reconnue en tant que telle
comme la création peut l'être, le planning stratégique ou le conseil. Et ça, c'est pas juste un mot, en fait, c'est là que fait toute la différence. Parce que si je le caricature, en fait, un prestataire, grosso modo, sans dénigrer, il fait ce qu'on lui dit. Un expert, on le choisit, et surtout, on l'écoute. Et c'est ça la réelle différence. C'est-à-dire, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette analogie de talent. C'est-à-dire que quand on parle de talent, on ne les met pas forcément à la production. Je ne parle pas des talents de ceux qui font les artistes, je parle des autres. Mais ils ont le background pareil, ils ont fait des études, ils ont de l'expérience, ils ont fait des écoles d'art, des écoles de cinéma, des écoles techniques. Et c'est important parce que tout ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce temps-là, il n'est pas forcément valorisé à sa juste valeur. Et le contraste, c'est que je crois que ça fait à peu près 10 ans que la délégation a créé la délégation de production à la ACC. Et donc ça veut dire que ça fait déjà 10 ans où ce passage, il s'amorce. Et ce qu'on se disait entre nous, c'est que, en fait, depuis 10 ans, la confiance, ça me nuit. Pour arriver même à une certaine défiance, si j'ose dire. Et c'est extrêmement paradoxal. Donc c'est un sujet, puisque de toute façon, là on parle de quoi? On parle de valorisation. Suivant. Alors, après, on s'est dit ça, il faut aussi s'avouer que, évidemment, la production est créatrice de valeur. Déjà parce que elle doit encenser tout ce qui s'est passé avant. Et c'est important, c'est pas juste encenser l'idée, la production. Elle doit rendre hommage à toute l'énergie, à tout le talent, à tous les participants depuis le début. Et ça, depuis chez vous, depuis le marketing. Et ça doit valoriser tout ce processus. Donc oui, elle crée de la valeur à ce niveau-là. Elle crée de la valeur en production, surtout pour Stéphane et Marco. Pourquoi? Parce qu'on parle d'exécution. Et l'exécution, ça va être décisif pour essayer d'amener l'idée encore plus loin. Et quand on arrive à cela, à ce moment-là, on a un objet singulier, et cet objet singulier va pouvoir amener des retombées. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir prendre des prix. Donc c'est encore de la valeur. Et du coup, directement, ça amène de la notoriété, de l'attractivité, aussi bien pour l'agence, mais évidemment aussi pour le client. Et je sais que de plus en plus, vous aussi, vous êtes intéressés, évidemment, par la seconde vie qui se passe dans un monde pas tant parallèle que ça, qui sont les festivals. Et c'est très important. Mais je pense qu'à la fin, il y a aussi un élément essentiel, c'est que ça valorise tout simplement l'objet qui sort des agences. C'est-à-dire que c'est un objet unique. Et c'est important qu'on en reparle, parce que l'unicité veut dire aussi que ça ne peut pas rentrer dans toutes les cases budgétaires. Et quelle que soit sa forme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un film Miro, parce que c'est cher, qui va apporter de la valeur. Tout ce qui sort et qui est lié à une idée créative bien conçue fera de la valeur, quelle que soit sa forme et quel que soit son prix. Et la prod, si on remonte d'un cran, c'est, comme disait Xibé tout à l'heure, c'est un aboutissement, mais c'est aussi un commencement. Et donc c'est un moment complexe et fragile. Et au niveau d'une organisation, c'est un aboutissement, c'est un lieu où les demandes arrivent et un service ressort. Et c'est un super bon indicateur, ce lieu, parce que ça peut être un lieu de très très grande souffrance et de très très grand désordre, ce qu'on voit beaucoup dans le retail, par exemple, qui va très très vite, avec 10 opérations en simultané, etc., 100 par an. Et c'est un lieu qui peut être rangé ou pas rangé. Et c'est un très très bon révélateur, je trouve, de l'efficacité d'une organisation globale, d'ailleurs côté client comme côté agence. Et les choix qu'on doit faire, là où on doit réfléchir ensemble, il y a des choix technologiques qui sont très importants parce qu'ils sont structurants pour l'avenir. Ce sont des licences qui ne coûtent pas 10 €, c'est des millions d'euros, ça embarque. Et puis de toute façon, la prod embarque tous les services, marketing, merchandising, achat, etc. Donc c'est un lieu où il y a 200 personnes qui convergent, il faut les mettre d'accord. Et c'est pour ça que ce sujet, c'est plus qu'un sujet, c'est pas seulement un sujet de communication, ce qui sort, c'est un sujet de communication, mais c'est un sujet d'organisation, c'est un sujet de COMEX. La prod, il est là le levier de transformation des organisations. Les économies que tout le monde cherche, le more for less, il est là. C'est-à-dire de passer moins de temps à courir derrière, de mieux s'organiser, de mieux anticiper. Là, le levier d'efficacité, il est 1000 fois supérieur aux discussions qu'on peut avoir potentiellement sur des... Et c'est là où cette discussion, c'est un objet holistique qu'on doit travailler ensemble. Ça embarque peut-être parfois des cabinets de conseil, etc. Mais c'est là où tout d'un coup, pour terminer, la prod envoie un objet créatif, mais aussi un objet business, un objet de transformation de nos organisations.
Bon, vous l'avez vu, on pourrait ne pas s'arrêter de parler. Je pense que notre temps imparti arrive à sa fin. En tout cas, j'espère, d'une certaine manière, qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. Et sinon, Aurélie, François et moi, on est à votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai une question qui est liée au processus achat. Vous avez parlé dans votre présentation d'un duo indispensable entre la création et la production. Je voulais savoir si le message derrière, c'était de se dire que la société qui crée doit travailler avec sa société de production. Je vous pose la question parce que dans le milieu, aujourd'hui, il y a certains clients qui demandent de mettre en concurrence des agences de production alors que l'agence créative a sa propre société de production. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas en fait de règle absolue et qu'il n'y a pas de choix particulier induit du fait qu'une agence ait sa capacité à pouvoir produire personnellement. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que dans une recherche créative qu'on peut mêler aussi à productivité, il y a plusieurs options qui s'offrent à une agence et même à vous, by the way. C'est-à-dire et c'est de trouver celle qui a le plus de sens pour parvenir à nos fins. Et je pense que là, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait des règles de façon déontologiques et puis des règles de transparence. Bon, ben, ça veut dire que... Il y a une question. Moi, j'ai une marotte qui est Ah, c'est pour toi, ça. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup d'assets. C'était assez simple. De toute façon, c'était un format classique, média, télé. Les specs étaient toujours les mêmes. Et maintenant, puisqu'on est dans une régie, là, j'hallucine du nombre de specs et du fait qu'il n'y ait pas une normalisation à un moment entre les régies et qu'ils se disent, ben voilà... le 15 secondes en hauteur, il sera celui-là, et puis il est celui-là pour toutes les régies, etc. Et pourquoi il n'y a pas une négociation entre l'AACC, l'UDECAM et les régies pour arriver à simplifier cet aspect-là, parce que c'est super chronophage pour tout le monde. Et là, il y a vraiment de la diminution de valeur et pas de la création. Très bonne idée, on va s'y atteler. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.